Bonjour et bienvenue au Financial Innovation Day pour ce plateau qui est organisé avec Finance et Conseil Méditerranée sur la reprise et la transmission. Un sujet sensible puisqu'on sait qu'il y a des milliers d'entreprises qui sont à transmettre. Avec effet d'âge du baby-boom, les grands chefs d'entreprise arrivent à l'âge où il faut céder et trouver des repreneurs. Mais c'est un acte plutôt compliqué, plutôt technique et on va le voir avec nos invités. François Maringui du cabinet Deloitte, Philippe Debert du CIC Lyonnaise de Banque, directeur adjoint de l'ingénierie financière et patrimoniale, on a besoin de vous. Annabelle Roux, qui est directeur de l'agence Entreprise de Marseille. Alors, vous avez imaginé entre vous de nous dérouler un scénario de reprise à travers une entreprise, sous un pseudo, quoi, que l'entreprise Fusion, c'est ça? Absolument. Et vous êtes répartis un petit peu les rôles pour nous dire comment ça va se passer en faisant un grand effort pédagogique pour qu'on arrive à vous suivre. Tout à fait. Alors, l'entreprise Fusion est à céder. Premier épisode, suspense. Alors, elle est en partie à céder. Je dirais qu'elle n'est pas... Vous avez choisi un sujet compliqué. Voilà. Oui, parce qu'en réalité, on se rend compte, et c'est tant pour les entreprises déjà mûres que les entreprises assez jeunes, comme les startups qui sont là aujourd'hui, que ces techniques de capital investissement sont aussi utilisables par elles. Ils font aussi des acquisitions. Donc c'était l'occasion de mélanger un certain nombre de concepts. Là, l'entreprise Fusion, elle est jeune. Elle avait à l'époque pas plus d'une dizaine d'années. Donc c'est assez jeune. Et effectivement, il y avait une volonté de développement d'un côté. Et de l'autre côté, il y a des associés qui voulaient sortir. D'accord. Cas classique qu'on a évoqué dans un plateau précédent où les volontés des actionnaires ne sont pas toujours convergentes, même s'ils peuvent converger à la création. 10 ans plus tard, il y a des visions différentes. Ça peuvent être des visions patrimoniales d'un côté, des visions de développement de l'autre. Complètement. Donc là, il y avait 5 fondateurs. Il y en a un qui voulait sortir, les 4 autres voulaient continuer. Donc effectivement... et l'entreprise a pris de la valeur depuis sa création, bien sûr. Tout à fait. Et il y avait, je dirais, des bonnes potentialités. Donc il n'était pas question pour les autres de vendre à ce moment-là, mais de continuer à se développer pour continuer l'aventure et gagner encore de la valeur. Donc là, effectivement, les financements classiques ne suffisaient plus. Donc, et c'est là qu'on a fait appel donc, au fonds d'investissement. On peut donner des échelles à peu près, sans trahir les secrets de la société Fusion. Qu'est-ce qu'on a en chiffre d'affaires et en activité à peu près, on arrondit je dirais que ça pouvait tourner entre 5 et 10 millions dans ces eaux-là. Et puis après, ça reste une petite entreprise. Voilà, d'accord. L'objectif après, c'est que ce soit plusieurs dizaines de millions. D'accord. Ce qu'elles ont fait. Il y avait le potentiel. Il y avait le potentiel. D'ailleurs, l'une d'elles est actuellement numéro 1 français dans son domaine. Ah d'accord. Effectivement, c'était... donc il ne fallait pas vendre à n'importe quel prix là. Exactement. Voilà. Alors racontez-nous l'histoire. Comment ça se passe? Alors, premier scénario, premier LBO. Le chef alors LBO, dites-nous l'LBO. En français et en canadien dans le texte. Leverage buy-out, acquisition à effet de levier. Ouais. Donc on va pour pouvoir... C'est une acquisition par les managers ou les actionnaires actuels. Alors on va créer ce qu'on appelle une société holding. Et cette société holding, on va lui apporter de l'argent par 2 biais. Un, de la dette bancaire, le prêt senior, et le CIC reviendra dessus tout à l'heure. Et deuxièmement, du capital par les fonds d'investissement. C'est eux qui mettent quand même l'argent au capital. Donc on met au-dessus de la société une holding qui reprend le tout. Voilà. Alors cette holding, elle va racheter les titres. Donc là, dans le cas particulier, elle a racheté 100% des titres du 5e associé qui voulait sortir. Oui. Et les autres associés, ils ont fait un mixte. Ils ont vendu une partie de leurs titres. Ils ont fait ce qu'on appelle, excusez-moi en franglais, du cash out. Ils ont cédé une partie de leur ça on comprend, le cash, ça va encore. Et ils ont apporté en fait à la société le reste de leur capital. Ce qui fait qu'in fine, cette société holding détient 100% du capital de la cible. Ce qu'on appelle ça une cible. D'accord. Donc là, on comprend que c'est quand même un peu un travail d'artiste là. C'est une technique après. Il faut un peu d'imagination quand même. Voilà, les financiers ont beaucoup d'imagination. Voilà. On ne le devine pas toujours. On croit que c'est rigide et fixe, mais non. Il y a beaucoup de souplesse et de capacité. L'imagination est au pouvoir. D'innovation quand on a une problématique comme celle-là. Je voudrais passer peut-être la parole au banquier, je ne sais pas lequel, pour voir à quel moment intervient le banquier quand il y a cette problématique qui est imaginée par le conseil, je suppose. Il dit voilà, on va créer cette holding, on va monter du capital, on va du crédit, on voudrait du crédit, on vient vous voir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, le rôle du banquier est d'intervenir à chacune des étapes de ce type d'opération. Évidemment en collaboration avec les conseils du client, qui peuvent être effectivement des avocats, commissaires aux comptes, experts comptables, notaires, etc. Bon. Donc l'idée qu'il faut retenir, c'est que le banquier doit être effectivement présent le plus tôt possible. Pour quelle raison ? Parce que, premièrement, il va falloir travailler sur les conséquences juridiques et fiscales de ce type d'opération. Et là, évidemment, le client ne doit pas subir une mauvaise surprise à J-2 de l'opération pour constater que le frottement fiscal est inacceptable pour lui. D'accord ? Nous avons aujourd'hui un régime fiscal. Le régime fiscal, ça peut être quoi? Un gros impôt sur les bénéfices qui tombe? Alors, oui, on va dire que... Qu'est-ce que c'est? Comment on peut dans figurer ce contexte, la tuile qui arrive à J-2? Ouais, dans ce contexte d'opération, il faut retenir deux choses. La première, c'est qu'il y a énormément d'opérations de LBO aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez des fonds d'investissement qui ont beaucoup de liquidités à placer et qui cherchent des cibles. Premièrement. Deuxièmement, vous avez des conditions de financement en termes de taux d'intérêt qui sont exceptionnellement favorables. C'est pas mal, oui. Et troisièmement, vous avez un contexte fiscal qui se traduit par une fiscalité, par exemple, sur les dividendes, qui peut atteindre 40-45%, comparé à une fiscalité d'impôt de plus-value qui peut être de 30 à 35%, voire dans certains régimes de faveur, de 20 ou 25%. C'est mieux. Voilà, donc 20% versus 40%, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Néanmoins, l'ensemble de ces régimes nécessite une analyse très précise. Le diable se cache dans le détail. Et l'actionnaire dirigeant, qui est évidemment un opérationnel concentré sur l'activité professionnelle, n'a pas forcément la mesure de toute cette complexité. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de l'accompagner le plus en amont possible pour travailler sur ces différents points. Alors ça on l'a compris, mais très concrètement, quand il faut monter dans cette holding de la société Fusion, il faut du capital, il faut du crédit. Vous répondez à quelle demande? Vous avez quelle capacité à intervenir? Alors, la banque, le groupe CIC intervient à la fois au niveau du capital investissement, au travers de notre filiale, CMCIC Investissement, qui est l'un des plus gros intervenants du marché en France, qui gère plus de 2 milliards d'euros d'encours. D'accord. Donc, on va intervenir en capital. Nous allons également intervenir sur ce qu'on appelle la dette senior, c'est-à-dire le financement de la holding de reprise, sur les titres qu'elle va racheter. Et enfin, nous allons intervenir en amont sur l'ingénierie juridique et fiscale de l'opération et post-opération en aval sur la captation de cash et les placements des actifs. D'accord. Annabelle Roux, un complément par rapport à ça? Oui, bien sûr. Ouais. C'est bon, on entend. C'est bon. Donc nous, on intervient au niveau du réseau. Ah non, on n'entend pas bien là. Prenez l'autre micro. Merci. Nous, on intervient au niveau de la mise en place de la dette senior, comme indiqué tout à l'heure, sachant que c'est une dette structurée, donc qui est différente d'une dette sur des besoins d'investissement et C'est quoi la différence entre une dette structurée et une dette normale? Elle va être, d'abord, on intervient souvent à plusieurs banques. Donc il va y avoir création d'un pool bancaire à 2, 3, 4 partenaires bancaires, avec au minimum un chef de file de l'opération, voire un arrangeur, pour utiliser les termes liés à ces opérations, qui va être l'interlocuteur avec le fonds d'investissement et les repreneurs ou les actionnaires qui réinvestissent. Qui va être l'interlocuteur privilégié pour ne pas avoir à discuter avec chacune des banques. Ça, c'est ce qui diverge. C'est la première différence par rapport à un financement classique. La seconde différence, c'est qu'on va encadrer un peu plus la dette en mettant des ratios et des obligations de faire et de ne pas faire. Par exemple, le maintien de l'actionnariat, par exemple, la limitation de la distribution de dividendes aux actionnaires tant que le financement n'est pas remboursé. Enfin, ce genre de choses qui en fait une dette différente des dettes d'exploitation classiques. D'accord. François Marenghi, on a quand même l'impression là que quand on a mis le doigt là-dedans, on a intérêt quand même à y aller avec un bon guide de haute montagne, parce qu'il y a des pentes un peu raides de chaque côté. Là. Il faut discuter avec le banquier, il y a des arrangeurs, il y a des précautions à prendre fiscales, il y a des précautions réglementaires. Il y a le banquier qui va me surveiller sur ce que je distribue comme dividende. Donc la vie après et la vie avant, c'est plus la même. Hein. Absolument. C'est vrai que c'est un peu un exercice imposé, et c'est devenu un exercice de style.
Donc on prévient les clients sur la méthodologie, voilà, ça va se passer comme ça. Vous allez sélectionner quelques investisseurs qui vont s'intéresser à vous. Ils vont vous proposer des lettres d'intention que vous accepterez ou que vous discuterez. Après, il y aura des audits et une lettre d'offre non engageante, une lettre d'offre engageante, un exercice très précis. Et si le montant de l'investissement est assez élevé, là, vous allez vous retrouver avec une machinerie très particulière, en ce sens que... Je me mets à la place du patron de fusion, que je ne suis pas, mais je me dis, j'ai une petite boîte, j'ai un actionnaire sur 5 qui veut partir, ça ne doit pas être très compliqué, quoi. Puis là, vous êtes en train de me décrire quand même quelque chose qui est un peu impressionnant, quoi. Je dirais après, ça dépend du montant de l'investissement. Mais il y a un exercice minimal qui est celui-là, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a une discussion entre les avocats de la société, les avocats des fonds d'investissement et les avocats des banques. Et quand il y aura des mezzaneurs, ce qui peut être un niveau plus élevé à l'intervalle, on a aussi les discussions avec les avocats des mezzaneurs. Donc c'est un processus effectivement assez complexe, mais qui maintenant s'industrialise, entre guillemets, c'est-à-dire que ça commence à devenir une norme. Mais c'est vrai qu'on prévient le client que, attention, ça va être compliqué et ça va se passer comme ça. C'est toujours une surprise quand même pour le chef d'entreprise, même s'il est au courant. Pour en avoir entendu plusieurs qui traversent ces périodes-là, c'est quand même sensible. C'est-à-dire qu'il va avoir une partie de son temps qui est plus dans la production, ce qu'il aime faire, qui est un peu à travailler avec les financiers. Et ils ont besoin d'être accompagnés à ce moment-là. Complètement. Et alors, soit il a un staff interne qui lui permet de faire ça, ce qui n'est pas toujours le cas, ou même rarement le cas. Soit après, effectivement, il s'appuie sur des compétences externes, comme celles que développe Deloitte et Etage, que je représente ici, pour ce genre de choses. Mais c'est effectivement, ça surprend. Ça surprend, et plus vous montez dans les niveaux, et plus ça surprend. Le rôle du banquier dans cette période-là, il est très proactif, il est de suggérer, ou il écoute plutôt le conseil et il va suivre un petit peu les prescriptions du conseil? Je crois que le rôle essentiel du banquier, c'est de bien comprendre les objectifs du client. Ça, c'est le préalable. Donc la fiscalité, la finance ou le droit ne sont pas un objectif en soi. Comprendre les objectifs du client dans le contexte donné. Si par exemple celui-ci souhaite obtenir des sources de financement différentes que celles traditionnelles des banques pour assurer un développement et la croissance externe, les réponses ne seront pas les mêmes que s'il s'agit de traiter le cas d'une personne qui souhaite sécuriser dans son patrimoine privé une partie de sa réussite et son enrichissement professionnel. Les réponses ne seront pas les mêmes. Voilà. Oui, et pour rajouter sur Philippe, c'est très important ce qu'il vient de dire, ça va vraiment dépendre de la stratégie du chef d'entreprise. Parce qu'en plus de cette dette qui sera évidemment à mettre en place, on va vouloir aussi prévoir et anticiper l'avenir et mettre en place des CAPEX, c'est-à-dire en français, c'est quoi? Des financements de développement pour permettre aux chefs d'entreprise de faire des croissances externes en définissant déjà ensemble un certain nombre de critères, les montants bien évidemment, la durée à laquelle il aura le droit à cette enveloppe qui court souvent sur plusieurs années pour lui laisser le temps de poser sa stratégie et avec quelques critères pas trop non plus restrictifs pour qu'il puisse rentrer dans la cible, de chiffre d'affaires, d'activité, de structure à racheter. Et ça aussi, on va le prévoir dès le départ pour qu'on ait un vrai plan stratégique d'accompagnement du client. C'est important. Alors vous avez prévu dans votre scénario de la société fusion une phase suivante avec un LBO secondaire. Là, on est dans l'épisode 3. Là. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la sortie, elle est gravée dans le marbre. À une échéance moyenne d'environ 5 ans, il va falloir penser à sortir. Bon, ça peut faire un petit peu peur, en ce sens que le dirigeant dit on va m'exproprier dans 5 ans. Bon, il faut savoir qu'en pratique, il reste quand même maître du jeu. C'est vraiment lui qui, même si on met des choses dans les documents, il reste quand même le maître des horloges. Donc c'est lui qui décide à quel moment ça va se faire, un peu avant, un peu après, des fois. C'est lui qui sent le marché. Et effectivement, c'est inscrit dans la mécanique, on doit sortir. Et de sortir, c'est pas plus mal, puisque ça va leur permettre effectivement de réaliser là aussi une partie de leur patrimoine. Là, dans le cas fusion, il y a, sur les 4 associés qui restaient, il y en a un qui a voulu sortir. Et ils sont restés 3 donc, sur le LBO secondaire. Donc on a remboursé les dettes, on a payé à 100% des titres de celui qui partait. Les dirigeants ont retouché une partie du cash, ils ont réinvesti en apportant leurs titres à la société holding. Là, la petite difficulté, c'est que comme
comment dirais-je, comme les prix avaient augmenté, le capital des fonds d'investissement ne suffisait pas. Donc, on a donc dû faire appel à des mezzaneurs. Alors les mezzaneurs, c'est le nouveau personnage qui entre dans notre dans cet épisode 3. C'est quoi un mezzaneur? Racontez-nous. Apparemment, quelqu'un qui fait un crédit mezzanine, mais encore. Voilà, donc l'entreprise dispose de ressources. Donc le premier étage, ce sont les ressources en capital, hein, donc apportées par les actionnaires. Oui. Donc ça peut être actionnaires personnes physiques ou des fonds d'investissement. Juste en dessous, vous avez effectivement les mezzaneurs qui sont, on va dire, de la dette à long terme. Donc c'est intercalé entre les apports en capital et la dette senior bancaire classique. D'accord. Et ils ont un profil particulier, vous m'avez dit, les mezzaneurs. Au niveau des outils, donc ils peuvent, eux, apporter des ressources à l'entreprise sous forme de dettes hybrides. Alors ça peut être des obligations convertibles, par exemple, hein, ou des obligations remboursables en actions. Voilà, ça, ce sont des exemples. Il y a plusieurs. Ils touchent généralement à deux niveaux. C'est quel type d'opérateur? C'est un financier? C'est qui? Physiquement, je rencontre où un mezzaneur? Il y en a dans les couloirs, là? Non. Non, il n'y en a pas, là. Bon. C'est un métier très spécialisé. D'accord. En fait, ils utilisent des outils un peu hybrides, en ce sens que ça peut être des ORA, donc ils sont rémunérés à un taux très élevé, parce que comme ils sont subordonnés et qu'ils sont payés en dernier, ils prennent un risque énorme, donc ils ont droit à un taux assez élevé. Dites vers 10% quasiment. 10% par exemple. Ah oui, c'est quand même c'est du lourd là. Et ensuite, ils ont surtout, des outils. Surtout à l'heure actuelle. Voilà. Ils ont des outils d'intéressement via des BSA, par exemple, sur la vente finale de l'entreprise. En plus. Ah oui, d'accord. Voilà, métier à risque, mais à forte rémunération. Très risqué, mais à forte rémunération. Donc, mais on a besoin d'eux, et quand on a besoin d'eux, c'est qu'il n'y a personne d'autre finalement. Tout à fait. Ils sont... Voilà. Et là, la banque est en panne, elle est obligée de dire je ne peux pas suivre, il faut qu'il y ait un mezzaneur qui vienne. Alors oui et non, parce que d'abord la banque peut développer ce genre de type de financement hein, via on a une équipe de financement spécialisée qui peuvent effectivement travailler sur l'accompagnement et la création d'outils de financement sous forme d'obligations convertibles. Bon, après effectivement, il y a une limite au financement bancaire traditionnel. Hein, Annabelle l'a souligné tout à l'heure. Sur une dette senior LBO traditionnelle classique, on sera sur un financement d'une durée comprise entre 5 et 7 ans. Oui. Bon. Donc ensuite, il y a effectivement les apports en capital. Mais l'apport en capital, si effectivement l'actionnaire n'a plus les possibilités d'apporter des liquidités en capital, il va devoir ouvrir son capital jusqu'à une certaine limite. Et donc la limite qu'il va se fixer, eh bien, le maillon entre les deux, ce sera ces mezzaneurs. D'accord. Voilà, on essaie de comprendre et on essaie de vous suivre. Je ne sais pas si dans la salle on a suivi, mais c'est à vous d'intervenir et de poser vos questions si vous le souhaitez. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus sur ces processus? Oui. Karine Navon, je suis en profession libérale depuis presque 6 ans et pour passer un cap, je dois créer une nouvelle entreprise. Je dis pour passer un cap dans ma profession libérale, je vais passer par la création d'une nouvelle entreprise parce que c'est plus le statut adapté. Donc on les trouve où ces mezzaneurs? Parce que c'est la première fois que j'en entends parler pour le financement. Où trouve-t-on les mezzaneurs? Où est-ce qu'on les trouve les mezzaneurs là? On cherche. Ah, d'accord. Non, c'est un avis de recherche. Alors, encore une fois, mezzaneur, c'est un terme générique. Hein, c'est un peu l'auberge espagnole. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai cru comprendre que vous êtes actuellement en profession libérale et vous souhaitez passer en société. D'accord, bon, c'est ça. Alors là, le mezzaneur aura peu sa place. Je dirais plutôt que pour vous accompagner, vous avez besoin d'une banque, comme le CIC par exemple, mais une autre banque qui pourra vous accompagner sur cette opération, et d'un avocat qui va travailler sur les aspects juridiques, puisqu'on n'a pas évoqué ce point-là, mais il y a aussi une richesse dans les outils juridiques qui est immense. Donc le passage typiquement d'une activité libérale en direct via une société d'exercice libéral par exemple, donc là, l'équipe qui doit vous entourer, ce sont des avocats juristes et un financier, aussi, voilà, une banque, évidemment, oui, pour valoriser la société, un commissaire aux apports. Parce qu'il y a l'étape valorisation de l'activité libérale à un moment donné, donc il y a aussi une étape importante. C'est ça. Oui, du fait de votre statut libéral, les fonds d'investissement, généralement, n'interviendront pas. C'est pas le cas. Mais c'est intéressant de découvrir ces financeurs. Qui d'autre?
Je reviens vers vous, François Maringui. On a vu ce cas de notre société Fusion, mais aujourd'hui, dans ce que vous voyez passer sur les questions de reprise-transmission, est-ce que c'est des choses qui vous semblent aujourd'hui où il y a beaucoup d'échecs parce que c'est une configuration compliquée que la reprise? Quel est le problème quand on dit qu'il y a encore des milliers d'entreprises à reprendre, elles n'ont pas repreneur? Quand on voit les gens qui sont là-dessus, ils disent mais il n'y a pas de bon projet. Voilà, il y a toujours une espèce de quiproquo là où on ne sait pas trop où est la vérité. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Alors vous avez une partie de la vérité puisque vous avez des dossiers. Ce qui est sûr, c'est que l'argent est là, donc ça c'est clair. Après, effectivement, il y a des, dans ce que vous évoquez, il y a des situations différentes. Il y a la situation des vendeurs qui sont vendeurs mais qui ne sont pas trop vendeurs. Je veux partir mais j'ai envie de rester. Quoi. Ça, il y en a pas mal. Il y a la situation donc des là, vendeurs. Le conseil, il fait psychologue là. Oui, je crois. Ouais, d'accord. Mais il y a aussi la situation des vendeurs qui estiment leur entreprise à un prix totalement exorbitant et qui de toute façon ne Ah oui, trouvent c'est pas toute preneur. une vie, c'est normal, ça vaut cher. C'est très difficile à eux de passer ce cap. Il y a la situation des vendeurs qui sont vendeurs, mais dont la rentabilité de l'entreprise proposée à la vente n'est pas énorme. Et donc le nombre de personnes Elle était peut-être intéressées- bien pour le manager actuel, Voilà, mais à la vente, c'est pas terrible, quoi. Voilà, c'est pas terrible. Ou pour celui qui reprend, il n'y a pas une grosse rentabilité, donc ce sera pas évident à la financer. Donc il y a ces situations un peu particulières. Et puis il y a effectivement les entreprises qui elles sont susceptibles, qui ont déjà potentiellement une certaine valeur et qui en plus peuvent être bonifiées par les repreneurs. Ce sont celles qui sont les plus attractives pour tous les intervenants Oui. côté investisseurs, bien sûr. Tout à fait. Des questions sur ces aspects de reprise, transmission, capitalisation? Parce que c'est quand même ça dont on parle. Vous êtes au clair, vous savez tout? Interrogation écrite sur la transmission à la sortie, faites attention. Alors, je profite pour saluer les fonds d'investissement qui, eux, sont présents, parce que je vois Finadvance, maintenant A+, qui est présent et qui a participé à l'aventure donc De la d'une grande des société opérations de Fusion. reprise. Oui. La grande société Fusion, c'est Finadvance était partie prenante et elle était un des premiers fonds à croire dans le projet du chef d'entreprise. Mais est-ce que dans les dossiers que vous traitez, il y a toujours ce mécano un peu complexe ou est-ce qu'il y a des choses plus simples en matière de transmission? Il peut y avoir des choses simples en ce sens où il n'y a pas besoin d'investisseurs, il y a juste un prêt bancaire. Le repreneur a un peu d'argent, la société a un peu de liquidité, on distribue des dividendes, il y a un financement bancaire qui arrive et on rachète comme ça. C'est je dirais, le cas le plus simple pour les montants qui ne sont pas trop élevés. Et la banque, quand elle voit arriver les dossiers de transmission, comment elle regarde le dossier? Qu'est-ce qui l'intéresse dans son regard sur ces projets quand il y a une cession? Mettons de côté la cession partielle, mais un chef d'entreprise qui cède la totalité de son entreprise et qui la met, qui cherche un repreneur, qui vient voir le banquier. Comment vous regardez le dossier? Quels sont vos critères pour dire on y va, on n'y va pas? L'idée, c'est de concilier les intérêts de tout le monde. Donc, effectivement, l'actionnaire, il va avoir à la fois la casquette de propriétaire de titres en capital de la société, puisqu'il va rester présent au capital de la société holding de reprise. Et il va y avoir donc le créancier, qui peut être la banque, qui, elle, va devoir s'assurer de la capacité de la filiale, de la cible, à pouvoir rembourser cette dette. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce type d'opération ne doit pas mettre en péril l'activité opérationnelle et son développement de la société. Donc on va analyser cette opération sous tous ses angles. C'est-à-dire, premièrement, on en revient sur la définition de la stratégie. Quelle est la stratégie mise en œuvre par l'actionnaire dirigeant ou la société opérationnelle? Où est-ce qu'elle veut aller sur un horizon de 5 ans? Quels sont les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif? Et ensuite, à partir de là, essayer de fixer un cadre sécurisé pour toutes les parties. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y en a pas, oui, Annabelle Roux. Simplement pour préciser, comme le dit bien Philippe, c'est une dette qui par définition est stérile entre guillemets. Donc elle va occulter les capacités de remboursement de l'entreprise sans générer ni d'activité complémentaire, ni comme une machine ou comme du matériel, un regain de volume d'affaires. Donc c'est très important qu'elle n'obère pas toutes les capacités de l'entreprise à pouvoir générer du remboursement pour d'autres et donc pour d'autres activités, évidemment.
c'est la clé finalement de la survie Ouais. de l'entreprise après, parce que Exactement. on peut toujours imaginer des modèles de financement qui soient aidés, privés, bancaires, mais si effectivement on a mangé toute la marge de l'entreprise avec le remboursement, on risque d'avoir une entreprise qui ne survit même pas. Donc C'est les risques exactement sont ça. importants. Oui. Voilà, c'est ça. Donc il s'agit effectivement de positionner le curseur au bon endroit. Oui. Il y a eu dans le passé un excès d'opérations de type LBO Ouais. qui aboutit à éventuellement des LBO secondaires, mais dans la logique restructuration financière, hein, donc renégociation. Donc aujourd'hui, on a une bonne connaissance, une bonne maîtrise des limites de ce type d'opération. Ça veut dire qu'on peut continuer à les faire. Simplement, effectivement, il faut porter une attention particulière sur le développement de la société cible qui, elle seule, rembourse l'ensemble des créanciers Donc et actionnaires. quelle est sa rentabilité et sa Absolument. capacité à rembourser finalement? Oui. Voilà, on intègre évidemment une projection. Oui. Hein, donc on regarde évidemment la situation présente, la valeur présente, et on se projette dans l'avenir. C'est tout l'exercice de la banque et de l'ensemble des personnes qui collaborent à ce type de projet. Très bien, merci à vous de nous avoir éclairé sur ce dossier de la reprise transmission. Je rappelle qu'avec nous, nous avions François Marangui de Deloitte, Philippe Debert de CIC Lyonnaise de Banque et Annabelle Roux, CIC Lyonnaise de Banque. Merci à vous. On se retrouve dans un petit moment pour parler Merci. avec Christian Ray de comment trouver ces 200 premiers 1000 euros. Voilà, on a ce débat-là tout à l'heure à 11h45.